Aujourd'hui, on s'attaque à une analyse absolument fascinante, issue d'un article de biophysique fondamentale. Il a été rédigé par Paul-Antoine Miquel et Su-Yong Wang et il s'intitule « De l'individuation physique à biologique ». En fait, on va explorer cette frontière souvent un peu floue entre la matière inerte, totalement inanimée, et la vie palpitante. C'est une plongée vraiment vertigineuse au cœur des mécanismes qui permettent à un simple système physique de s'élever, de se transformer et de devenir le théâtre de sa propre création. Face à l'univers, une question existentielle majeure se pose inévitablement. Concrètement, qu'est-ce qui distingue un simple caillot, régi par les lois aveugles de la physique, d'un organisme vivant capable de s'adapter, de cicatriser et d'évoluer ? Est-ce que c'est juste une question de complexité moléculaire, ou est-ce qu'il y a une différence structurelle bien plus profonde ? Pour résoudre ce mystère, il faut creuser jusqu'aux racines de la philosophie et de la science. Allez, première étape pour bien comprendre, définir ce qu'est un individu et surtout ce fameux concept d'individuation. Souvent, on a tendance à voir un individu comme un truc complètement figé. C'est l'héritage classique d'Aristote qui décrit ça avec la notion de substance. En gros, un individu serait un sujet fixe avec une matière et une forme définitive. Mais le philosophe français Gilbert Simondon, lui, renverse totalement la table. Pour lui, l'individu n'est pas le point de départ, c'est juste une phase temporaire. Ce qui compte vraiment, c'est l'individuation, c'est-à-dire le processus actif, le devenir en marche. L'individu, ce n'est pas une entité statique, c'est le résultat instable d'une dynamique en perpétuelle construction. On passe à la deuxième partie, les systèmes physiques fermés contre les systèmes ouverts, comme les cristaux. Pour bien saisir la magie du vivant, observons d'abord l'inanimé, avec l'exemple parfait du système physique fermé. Prenons la deuxième loi de Kepler avec une planète en orbite autour de son étoile. Ce mouvement, il est totalement régi par des lois invariantes et par la conservation de l'énergie. L'état de la planète change tout le temps, bien sûr, mais la structure mathématique globale, elle, reste immuable. Elle est totalement prévisible. En bref, la planète subit les lois de la physique sans jamais pouvoir les modifier. Maintenant, ce qui est vraiment captivant ici, avec l'introduction de cette contrainte R1, c'est quand on passe au système thermodynamique ouvert, comme la cristallisation. Contrairement à notre planète de tout à l'heure, un système ouvert est traversé par un flux d'énergie. Son existence même dépend intimement de son interaction avec l'extérieur, avec son environnement. Pour le dire simplement, ce que le système est dépend littéralement de là où il se trouve. Et à ça, on ajoute une deuxième dimension cruciale, la contrainte chronologique, ou R2. Avec le temps, et particulièrement quand le système atteint un point de rupture, comme un changement d'état, sa structure globale se modifie de manière irréversible. On appelle ça une brisure de symétrie temporelle. Le système n'est plus du tout défini par ce qu'il était à l'instant T, parce qu'il fait émerger de nouvelles propriétés. Il devient le produit de sa propre histoire. Troisième partie, et c'est là que ça devient faux, le saut biologique. Alors, comment la nature accomplit-elle cet exploit hallucinant de passer d'un simple système physique ouvert à un organisme biologique vivant ? Le grand physicien Erwin Schrödinger a utilisé une métaphore géniale en 1944. Pour lui, la cristallisation, c'est très beau, mais c'est un ordre répétitif, un peu comme un papier peint ordinaire. L'organisme vivant, en revanche, génère de l'ordre à partir de l'ordre, mais avec un sens profond. C'est, selon ses mots, un chef-d'œuvre de broderie, disons une tapisserie de Raphaël. L'organisme invente un design autonome, on quitte la répétition mécanique pour entrer dans la pure création. Et la clé pour comprendre ce saut biologique, c'est un concept vraiment puissant qu'on appelle la criticité étendue. L'eau qui gèle, elle traverse son point critique une seule fois pour devenir de la glace, puis c'est fini. Un organisme vivant, à l'inverse, ne se fige jamais. Il est dans un état de transition critique en permanence. Il n'est pas juste le résultat de l'individuation, il est carrément le théâtre de son individuation continue. Le vivant fait du changement son mode d'existence par défaut. Ce qui nous amène à la quatrième partie, le combat permanent entre plasticité et robustesse. Vivre dans cette fameuse criticité étendue, c'est un sacré défi au quotidien. Le système vivant doit littéralement marcher sur une corde raide, en trouvant un compromis entre le maintien de son identité et le besoin absolu d'évoluer. D'un côté, on a la robustesse, qui essaye de fermer le système pour le rendre stable, et de l'autre, la plasticité, qui le maintient ouvert aux nouveautés. Tout organisme biologique navigue sur ce spectre, en cherchant constamment un équilibre vital entre fermeture et ouverture. Donc, le point à retenir, c'est la différence énorme entre la robustesse, qui consiste à rester normale et hyper stable, comme certains gènes qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années, et la plasticité. En s'appuyant sur le philosophe Georges Canguilhem, on comprend un truc essentiel. La véritable santé, ce n'est pas d'être normal, c'est d'être normatif. C'est ce pouvoir incroyable du vivant d'inventer de nouvelles règles de fonctionnement pour surmonter une maladie ou une crise. Cinquième et dernière partie, le pouvoir de l'adaptation est ce qu'on appelle la propulsivité. Pour ancrer toute cette théorie dans le monde réel, observons ce qui se passe chez les bactéries.
L'équipe du chercheur Miroslav Radman a fait une découverte fascinante. Face à des rayons UV mortels, l'ADN de la bactérie est endommagé. Et là, surprise, la bactérie ne fait pas que subir, elle active ce qu'on appelle la boîte SOS. Ce mécanisme va intentionnellement créer des mutations dans le génome. La bactérie utilise littéralement la menace mortelle de son environnement comme un moteur pour faire exploser sa propre diversité génétique et ainsi trouver une porte de sortie. C'est la crise elle-même qui fabrique la survie. C'est complètement fou. Et ça illustre parfaitement une autre expérience tout aussi vertigineuse menée par le biophysicien Erez Brown sur des levures. En laboratoire, on a artificiellement bloqué un gène indispensable à leur survie. Évidemment, on s'attendait à une mort cellulaire massive. Et bien contre toute attente, en seulement 10 à 30 générations, la population a survécu, sans même avoir besoin de mutations génétiques majeures. Les levures ont complètement recablé l'expression de leurs propres gènes, transmettant cette nouvelle adaptation comme une mémoire aux générations suivantes. L'organisme a tout simplement réécrit ses règles pour triompher de l'impossible. Au final, tout ça bouscule complètement nos certitudes sur le vivant. Si les organismes ont cette capacité inouïe à utiliser le stress ou la maladie comme des tremplins pour inventer de nouvelles règles, alors où se trouve vraiment la limite entre ce qui nous adapte à court terme et ce qui nous fait évoluer à long terme ? Et plus profondément encore, comment doit-on redéfinir la relation entre la santé, la pathologie et la force même de la vie ? Voilà une réflexion bien provocatrice qui laisse vraiment entrevoir l'immensité des mystères qui nous restent à découvrir.